Bonjour, bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au travail et plus particulièrement aujourd'hui au compte épargne-temps. Ce dispositif qui a été mis en place lors du passage aux 35 heures n'est pas obligatoire. Chaque entreprise peut décider, si elle le souhaite, d'ouvrir un CET à ses salariés. Alors, quels sont les avantages de ces CET pour les salariés et pour les entreprises? Est-ce que c'est un outil utile? Faut-il le réformer ou bien tout simplement le supprimer? À toutes ces questions, messieurs, je ne doute pas que vous apportiez des réponses, vos réponses. Bonjour Jean-Luc Tesson. Bonjour. Voilà, avec son regard de chef d'entreprise. Et puis à vos côtés, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Donc deux regards différents, mais deux regards chrétiens sur le travail. Jean, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler tout simplement à quoi sert un CET, comment ça fonctionne? Le CET permet à un salarié qui n'a pas pris tous ses congés de les comptabiliser, de les garder en réserve et qu'il peut aussi compléter en abondant, en versant de l'argent. Et tout ça peut être monnayé ou utilisé en jours dans certaines conditions bien précises. Mais en tout cas, ça permet au salarié, pour une période de sa vie où il a besoin d'un peu plus de disponibilité, d'utiliser ce qui provient justement de congés mis de côté ou de sommes consacrées à une opération comme celle-ci. En fait, le législateur s'est rendu compte, quand on est passé aux 35 heures, que certains salariés ne pourraient pas utiliser toute leur RTT, CP, congés payés et autres. C'est ça l'idée? Ça existait déjà. Ah. Ça existait. Au moment des 35 heures, effectivement, ça a pris une autre importance. Comme je l'ai dit, ça permet les salariés de mettre dans un petit compte les heures. Par exemple, je ne prends pas mes RTT ou je les prends qu'en partie, une partie que je vais mettre dans un compte. Et puis, voilà, j'ai un projet familial, je veux prendre un congé parental. Hop, j'utilise ce qui me permet de financer mon projet parental. Ou je peux prendre une année sabbatique pour aller une expérience humanitaire quelque part. Donc c'est assez intéressant. C'est assez flexible, c'est pas obligatoire, vous l'avez dit. Il y a des conditions, ce qui est bien normal. Donc le principe, moi, me semble bon, surtout quand on nous parle beaucoup de flexibilité, parce que c'est une mesure qui peut permettre une certaine flexibilité, y compris d'ailleurs pour partir en retraite progressivement, par exemple. L'inconvénient, c'est pas l'inconvénient du système, je crois, c'est, comme dans beaucoup de ces dossiers, l'État ou les pouvoirs publics qui ont profondément péché. Là où ça ne va pas, c'est notamment, on l'a vu dans les hôpitaux, où il faut provisionner. Si vous mettez quelque chose sur un compte, l'entreprise, elle le sait, elle provisionne. Oui, sauf que dans les hôpitaux, ils se sont amusés à ne pas provisionner. Et comme les 35 heures, ça a été un bazar qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs dans les hôpitaux, pour une raison simple, c'est que dire aux gens, vous allez moins travailler quand déjà ils sont à fond et il manque de personnel, et qu'on ne rajoute pas du personnel, parce que ça a été le cas, ou trop peu. Ça devient compliqué. Un manque de prévision. Alors, on a dit aux gens, alors prenez pas vos RTT, on met ça sur un compte, oui, mais ça n'a pas été provisionné. C'est-à-dire, ça s'appelle une très mauvaise gestion. Le chef d'entreprise, il a intérêt, lui, à provisionner... oui, mais dans le privé, c'est forcément bien comptabilisé. Et on parlait de flexibilité. La flexibilité, elle est intéressante pour le salarié, mais elle est intéressante aussi pour l'employeur. Et Joseph parlait de l'utilisation de ces comptes épargne-temps en fin de carrière pour partir progressivement à la retraite. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de mettre en place une sorte de tutorat, pas une sorte, du tutorat, pour les remplaçants de ceux qui vont partir à la retraite, sans avoir la charge intégrale de 2 salaires ou de 2... Ça, c'est intéressant pour le chef d'entreprise que vous êtes. Oui, mais ça a été payé avant, oui, de bien toute sûr, façon. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mis de côté. Et cette flexibilité, elle va pour moi dans le bon sens, dans la mesure où c'est quelque chose qui est convenu entre les deux parties. On ne peut pas imposer à un salarié un compte épargne-temps, enfin d'épargner du temps, de le mettre de côté, de mettre de côté des RTT ou des jours de congé. Et en revanche, l'employé est libre, dans certaines conditions, de mettre de côté au chaud des jours de congé qu'il n'aurait pas pris. Ou de les monétiser s'il souhaite. Ou de les monétiser, oui. Pouvoir partir Mais à noter sous le soleil. et c'est intéressant parce que ce dispositif, il n'est pas pollué par la question de la fiscalité, ce qui est souvent le cas de certains dispositifs. Là, quand c'est monétisé, c'est fiscalisé de la même façon que les fonds
par exemple, si c'était des transferts d'un PERCO vers un compte épargne-temps, ça sera fiscalisé comme le PERCO. Donc là, on a l'impression, quand on vous écoute, qu'il n'y a quasiment que des avantages, mis à part quand c'est l'État qui gère mal. Il y a quand même un risque, puisque le passage aux 35 heures était... Donc les salariés travaillent 39 heures, mais on leur octroie des RTT qui sont censés compenser ces heures supplémentaires. Je ne dis pas de bêtises, Joseph. Certains salariés, parce qu'ils ont besoin d'argent ou ils ont besoin de temps supplémentaire pour leur famille, vont en fait travailler plus et avoir des plages horaires de temps de travail beaucoup plus importantes, en préférant thésauriser ces jours ou en espérant les motiver. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que ça ne va pas? Est-ce que l'équilibre vie professionnelle, vie privée, Joseph me voit arriver avec mes gros sabots. La question est bonne. Mais derrière cette question, un dispositif... Est-ce que c'est un vrai choix pour certains salariés? Un dispositif qui offre de nouvelles possibilités, c'est bien. Évidemment, il y a toujours une réalité avec comment j'utilise mon espace de liberté. C'est pas pour ça, à mon sens, qu'il faut interdire l'espace de liberté. Après, ça peut être bien ou moins bien utilisé. Effectivement, mais on connaît tous des gens qui sont en train de perdre leur vie parce qu'ils veulent gagner toujours plus d'argent, ils sacrifient leur vie personnelle, ils sacrifient leur vie familiale, et ça va à des drames. Celui qui est dans ce déséquilibre, cet outil, il va mal l'utiliser. Celui ou celle qui est dans un bon équilibre, il l'utilisera à bon escient. C'est pas pour ça que je vais dire on va supprimer l'outil. Hein. C'est pas voilà. Il faut mettre des garde-fous peut-être. Un marteau, ça peut être très utile et pas faire de dégâts, ou ça peut faire de dégâts. C'est bien utilisé, manié avec ça dépend adresse. comment on s'en sert. Mais les garde-fous, ils y sont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de mettre tous ces congés dans un compte épargne-temps. C'est qu'il y a un plafond. Déjà, on a 4 semaines de congés payés, on ne peut pas y toucher. C'est obligatoire, c'est la 5e que l'on peut. La 5e et les autres. Et les RTT. Mais déjà, on oblige les gens à prendre 4 semaines de congé, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que le risque, il existe de vouloir monétiser tout cela pour gagner plus, au détriment de sa santé, au détriment de la vie familiale. Mais quand il s'agit de la 5e, il n'y a pas toujours une 5e semaine de congé. Donc là, pour moi, le garde-fou, il suffit. Mais je crois que surtout le problème aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que ce dispositif, il n'est pas suffisamment connu et utilisé. C'est la responsabilité de qui, ça, de parler du CET? Ça fait partie du dialogue social à l'intérieur d'une même entreprise ou d'une branche professionnelle. Alors, dans mon entreprise, par exemple, nous n'avons pas d'accord de branche professionnelle. Par contre, dans mon entreprise, on a un accord de compte épargne-temps qui est utilisé par une certaine catégorie de personnel. C'est surtout les cadres, parce que les... Mais c'est vrai, ce que vous disiez est très juste. Souvent, le CET, on apprend c'est du bouche à oreille, en fait. On le sait entre salariés qu'il existe la possibilité de mettre certains jours avec un certain plafond sur un CET. C'est dommage de mal communiquer sur cet outil dont vous dites qu'il sert aussi bien aux salariés qu'aux entreprises. Oui, mais peut-être que les syndicats font mal leur travail. Joseph. Mais les syndicats patronaux, sans doute. Les syndicats patronaux aussi, parce que, non, mais je le disais tout à l'heure, ça peut être intéressant pour l'entreprise, et puis ça peut aussi créer une certaine dynamique dans l'organisation du travail, mais ça passe par un dialogue social constructif, posé, comme tout dialogue social qui se respecte, n'est-ce pas, Joseph? Non, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est sans doute pas assez connu. Et c'est la faute aux organisations syndicales de salariés comme patronales de mieux faire leur travail pour dire l'existant positif. Mais en fait, on est toujours plutôt en réaction et dans le négatif. Ça, à mon sens, c'est du positif, avec quelques dangers que vous indiquiez, mais rien n'est parfait. Mais c'est quand même une invention sociale qui est bonne, qui se gère en commun, par accord. Il y a des règles qui sont fixées, qui sont des règles de bon sens, tout ça, c'est positif. Et dans notre notion française du monde du travail, on a une certaine incapacité à présenter le positif parce qu'on est toujours à courir après le négatif. Et ça, c'est vraiment dommage. Il se passe des choses très bien dans nos entreprises, dans nos branches professionnelles. Oui, non, mais Joseph a parfaitement raison. C'est exactement ça. Je dirais même qu'on a tendance à rentrer dans une comptabilité des avantages acquis, alors que les avantages, ce que je disais tout à l'heure, un compte épargne-temps oblige à regarder l'organisation du travail d'une autre façon. Autrement. Et avec des avantages collatéraux au-delà de ce que ça peut apporter aux salariés. Une précision, est-ce qu'on a l'entreprise a l'obligation d'autoriser la monétisation de ce compte épargne-temps? Ce n'était pas le cas jusqu'à, je crois, Nicolas Sarkozy décide que tout le monde pourrait monétiser son CET. Est-ce que
C'est le cas, c'est pas le cas? Ça dépend des accords. C'est les Ah oui. accords qui C'est les cadrent. accords Alors, qui il y a à la décident. fois la branche qui peut avoir un rôle, ou si la branche n'a rien précisé, c'est au niveau de l'entreprise. C'est une part de liberté individuelle. Alors, surtout, je parle de ce qui est du secteur privé, qui est relativement clair, simple. Quand je regarde le compte épargne-temps du côté de l'administration, c'est-à-dire sur les gens qui nous disent comment il faut vivre, je n'y comprends pas grand-chose. Je dois vous dire que alors Vous là, citiez il l'hôpital y a tout à un l'heure, compte c'est vrai que épargne-temps. À un moment donné, ils l'ont bloqué, ils l'ont réintroduit en faisant passer l'ancienne règle avec la nouvelle règle. C'est un bazar, c'est-à-dire qu'ils nous font la démonstration que surtout, il ne faut pas imiter ce qu'ils font parce que c'est très difficile. Alors après, c'est négocié, il y a des bonnes choses, mais ils sont toujours dans une complexité et quand on regarde d'où vient cette complexité, c'est à un moment donné, ceux qui doivent prendre leurs responsabilités ne l'ont pas pris. Le gestionnaire, à un moment donné, au lieu de dire à l'État « je n'ai pas l'argent pour faire fonctionner mon système, au secours », gestionnaire, par exemple, l'hôpital, vous en parliez tout à alors l'heure. je me tais, je ne provisionne pas, et puis le bébé, c'est les autres derrière qui vont l'assumer dans quelques années. C'est effroyable parce qu'on retrouve cette attitude dans beaucoup de dossiers. Alors il y a des gens qui font leur boulot, mais il y en a d'autres qui visiblement font plus leur carrière politique que leur travail, et ça c'est vraiment dommageable. Encore une fois, là, l'État devrait prendre exemple sur ce qui se passe dans les entreprises privées qui ont... Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines. Mais C'est ce que l'État je a dis aussi encore ses une fois. contraintes. Mais en tout cas, je voudrais revenir Il simplement devrait avoir sur une contrainte de bons gestionnaires, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Surtout mais dans les c'est- hôpitaux. c'est Ce qui se dramatique. ce qui se passe Ah dans oui. les hôpitaux est inacceptable. Ah oui. Ouais. C'est un service public, c'est un service essentiel. Et on laisse des dérives qui sont... voilà, on pourrait faire, pas une émission, Tellement mais mieux. 15 Et on pourrait émissions. faire tellement là-dessus. mieux. Sur Avec l'hôpital des public, gens on qui va le travaillent. faire, on va le faire Des gens qui travaillent. de Enfin, façon remarquable. passons juste 24 heures aux urgences. Et vous allez voir, Je sens la qu'on vie, va- j'ai fait l'expérience. En tant que patient ou en tant Non, qu'observateur? en tant que syndicaliste dans un Eh ben voilà, hôpital on parisien. on a eu un futur C'était très, très intéressant. une future thématique pour une prochaine émission. Merci à tous les deux. Donc encore une fois que l'État se penche sur ce que fait le privé, il a des leçons à prendre de ce côté-là. Merci à tous les deux et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.